Alors bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Germain de la compagnie Exodrone. Bienvenue dans cette courte vidéo qui va traiter du nouveau cadre réglementaire qui a été annoncé le 9 janvier dernier par le ministre Marc Garneau et qui est paru dans la Gazette officielle du Canada numéro 2 et qui va être en vigueur à partir du mois de juin. Donc à partir du 1er juin, les nouvelles règles vont s'appliquer. Et donc, ce nouveau cadre réglementaire-là va toucher la grande majorité des pilotes de drones. Et donc, on a cru bon faire deux vidéos, une courte qui va résumer l'ensemble du nouveau cadre, et puis une deuxième où est-ce que là, on prend article par article et on décortique en fait quelles seront les implications là, pour les exploitants de drones au Canada. Et donc, après ces deux vidéos-là, en fait, le 24, jeudi 24 à 7 heures, les gens d'Exodrone, on va faire un Facebook Live. Donc, sur notre page Facebook d'Exodrone, vous allez pouvoir venir me poser des questions. Et donc, ça ne se veut pas un avis légal, c'est notre interprétation du nouveau cadre réglementaire et puis de l'ensemble des autres documents qui ont paru au même moment. De Transport Canada, il y a 4 autres documents qui sont parus au même moment. Et donc, c'est notre interprétation des règlements, mais ça ne se veut pas un avis légal. Donc, on vous invite quand même à lire par vous-même la Gazette. En termes simples, le nouveau cadre réglementaire, en fait, c'est une 9e partie qui vient s'ajouter aux 8 autres qui font partie du règlement d'aviation canadien, qui est des milliers de pages. Donc, il y avait 8 parties avant. Transport Canada en ajoute une 9e, et celle-là va traiter des opérations et de l'exploitation et de la certification des pilotes et de la certification des équipages, pas de la certification, mais de la formation des équipages. Elle va traiter aussi de la conformité des drones. Bref, elle va gérer l'ensemble des opérations de drones pour tous les drones qui sont pilotés aux règles à vol à vue et qui pèsent plus de 250 grammes. Donc, la grosse distinction entre le nouveau cadre réglementaire et l'ancienne façon de faire, en fait, la façon d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on fait la distinction entre les vols de loisirs et les vols commerciaux. Et le nouveau cadre réglementaire se veut, apparemment, ce qu'on nous a dit, une gestion de risque. Donc, ils ont considéré que les risques de voler un drone de façon commerciale ou de loisir étaient les mêmes. Donc, ils ont considéré tout le monde sur un même pied d'égalité. Donc, cette distinction-là, en fait, fait en sorte qu'il y a des grosses nuances par rapport à ce que la façon de faire en date d'aujourd'hui, puis la nouvelle façon de faire. Donc, d'ici au 1er juin, si vous voulez voler un drone de façon pour des fins de loisirs, vous devez quand même respecter les règles qui existent en date d'aujourd'hui, parce que les nouvelles règles vont s'appliquer seulement à partir du 1er juin. Donc, si vous le faites pour des fins de loisirs, vous devez respecter l'arrêté d'urgence numéro 9 de Transport Canada, qui est facilement disponible en fait sur leur site, qui dit, en fait, qui traite principalement là, des altitudes maximales, des distances minimales par rapport aux personnes, de voler dans des classes non contrôlées, etc. Et bref, c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer pour les vols qui vont se faire pour des fins de loisirs jusqu'au 1er juin. Si vous voulez le faire de façon commerciale, à ce moment-là, il faut respecter les règles d'aujourd'hui. Et les règles d'aujourd'hui, il faut demander un certificat d'opération aérienne spécialisé, le fameux COAS. Donc, ces règles-là vont être en vigueur jusqu'au 1er juin. Mais quand même, Transport Canada a ouvert un portail en ligne pour permettre aux gens de s'y comprendre dans les nouvelles règles et de se préparer pour que le 1er juin ne soit pas arrêté, si on veut. Donc, les gens qui faisaient du drone, en fait, du côté commercial, étaient un peu plus habitués avec les termes de Transport Canada. Donc, les zones bâties, les observateurs, les obstacles, les rassemblements de personnes, les foules, les aérodromes. Toutes ces notions-là, en fait, ont comme pris le bord dans le nouveau cadre réglementaire. Ils l'ont fait de façon beaucoup plus simple. En fait, la deuxième version des règlements qui a paru le 9 janvier dernier est beaucoup plus simpliste dans leurs applications et dans la compréhension que le nouveau cadre réglementaire qui avait été annoncé dans la Gazette 1. Donc là, maintenant, ils l'ont vraiment simplifié. Il y a 2 critères, en fait, maintenant à retenir qui vont faire la distinction, à savoir quelles sont les compétences que vous devez avoir pour obtenir une licence de pilote de base et quelles sont les compétences que vous avez besoin de savoir qui vont être testées sur le portail et dans les examens en ligne de Transport Canada. Il y a 2 critères maintenant à retenir, c'est très simple. Il y a les critères par rapport aux classes aériennes. Donc, vous êtes dans un espace aérien contrôlé, oui ou non. Et un autre critère, en fait, c'est la proximité des gens.
Donc, la proximité des gens, il y a 3 choses à retenir. On va voir après, ça va être quoi les implications, mais retenez que par rapport à une personne ou par rapport à un groupe de personnes, mais là, on parle même d'une seule personne. Est-ce que je laisse mon drone à une distance de plus de 30 mètres? L'autre critère, ça va être entre 30 mètres et 5 mètres de ces personnes-là. Et l'autre critère, ça va être moins de 5 mètres ou carrément au-dessus. Donc, retenez 30 mètres et plus, entre 30 mètres et 5 mètres et moins. Il y a des notions là-dedans qui vont faire référence par rapport aux drones conformes et au type de conformité dont le manufacturier va avoir déclaré à Transport Canada. Donc maintenant, c'est très simple. Vous volez un drone de plus de 250 grammes. Vous recevez un drone à Noël, vous voulez le voler tout de suite. Est-ce que vous avez votre licence de base? Si la réponse est non, vous devez à tout le moins avoir votre licence de pilote de base pour faire voler un drone au Canada de plus de 250 grammes, que vous le fassiez pour des fins de loisirs, des fins commerciales ou fins de recherche. Tout le monde va être traité du même pied d'égalité. Donc, pour obtenir votre licence de base, vous avez tout simplement à entrer votre nom sur le portail. Ils vont vous émettre un numéro pour vous. Donc, vous allez avoir un numéro unique qui va correspondre à votre nom sur le portail. Vous cliquez soit examen de base ou avancé. Si vous cliquez de base, vous allez réussir l'examen de base et puis à ce moment-là, ils vont vous émettre un numéro. À ce moment-là, comment je pourrais dire ça? Votre profil sur le portail, à ce moment-là, va contenir les 2 numéros. Vous allez pouvoir faire votre demande de certificat de pilote de drone, opération de base. Ça va vous permettre d'aller voler partout au Canada, sauf dans des zones, dans des classes aériennes ou dans des espaces aériens contrôlés, et vous ne pourrez pas vous rapprocher des gens à moins de 30 mètres. Donc, ça veut dire que, essayez de le visualiser parce que comme ça, c'est très simple. Essayez d'imaginer que vous êtes ici, vous avez votre drone ici, faites un rayon de 30 mètres autour, peu importe l'altitude, donc de 0 à 400 pieds, essayez d'imaginer un gros cylindre, et ce cylindre-là, quand vous allez déplacer votre drone, ne devra jamais avoir une personne à l'intérieur du cylindre. Donc, peu importe si vous êtes à 350 pieds ou à 20 pieds, vous ne pouvez pas avoir une personne à moins de 30 mètres. Donc, si vous voulez respecter ces 2 critères-là maintenant, de voler dans des classes aériennes non contrôlées et que vous acceptez que votre drone non conforme, c'est-à-dire des produits DJI d'aujourd'hui ou de d'autres marques, et si vous acceptez ça, vous avez besoin simplement votre certificat de base. Si vous voulez sortir des avantages, en fait, ou des privilèges qui vous sont octroyés dans la notion des certificats de base, vous voulez aller vous rapprocher plus proche des gens, vous voulez aller voler dans des classes aériennes qui sont contrôlées, à ce moment-là, automatiquement, il va falloir réussir l'examen avancé. Rapidement, l'examen de base, en fait, les deux, c'est 10 $ pour le coût de passer l'examen. L'examen de base a 35 questions, vous avez 90 minutes pour réussir et vous devez avoir 65% de réussite, en fait. Et si vous le faites pour l'examen avancé, c'est 50 questions pour 70 minutes, en fait, 50 questions pour 60 minutes, pardon, et vous devez passer avec une note de 80%. Si vous réussissez votre examen avancé, même chose, vous avez rentré votre nom sur le portail, ils vous ont émis un numéro unique, vous avez cliqué sur Avancer, ils vous ont émis un numéro de réussite de ces examens-là. Retenir ces deux numéros-là, vous appelez une école il va y avoir sur le site Internet de Transport Canada éventuellement les écoles qui ont déclaré la conformité au TP 15263 et qui vont pouvoir faire des évaluations de vol parce que c'est un des critères additionnels. Si vous voulez aller faire des opérations avancées, non seulement il faut réussir l'examen en ligne, mais il y a une étape additionnelle qui se rajoute, qui est l'évaluation des compétences qui vont être faites par un évaluateur autorisé par Transport Canada. Donc, dans l'évaluation des compétences, ils vont traiter principalement de tout ce que les gens connaissent par rapport à une demande de COAS. Donc, quand vous faisiez anciennement une demande de permis pour faire des opérations commerciales au Canada, vous étiez obligé de montrer à Transport Canada que vous saviez comment, faire des gestions de risque, comment analyser un site, comment prévoir des numéros d'urgence, des checklists et tout ça. Donc, ce processus-là d'analyse de risque va se faire lors de l'évaluation en vol. Donc,
carrément de la manière que ça va se faire, c'est que vous allez prendre le téléphone, vous allez appeler une école, ils vont vous simuler une mission à faire que vous allez devoir préparer pour vous préparer. Donc, quand vous allez arriver à l'école ou au terrain d'entraînement, il va y avoir une portion au sol où l'évaluateur va regarder comment vous faites les choses. Est-ce que vous avez fait une gestion de risque? Est-ce que vous avez évalué les risques inhérents à vos opérations? Est-ce que vous avez averti les autorités? Si c'est dans le cas, cet exemple, c'est si la mission était dans une classe aérienne contrôlée, est-ce que l'étudiant a passé au travers des procédures et des communications, des autorisations avec les autorités aéroportuaires, en fait, les autorités qui font le service de contrôle de circulation aérienne. Donc, ils vont vérifier tout ça au sol. Après ça, si vous réussissez ça, ils vont vous faire un examen en vol. Donc, l'examen en vol va se faire, en fait, normalement sans GPS, mais il pourrait se faire aussi avec GPS, mais il va y avoir une simulation, en fait, là, de perte de contrôle où l'évaluateur va essayer de vérifier est-ce que vous êtes capable de voler en situation d'urgence, donc s'il y a des capteurs qui manquent. Donc, tout ça, ça reste à définir avec Transport Canada. Tout le monde, on ne s'entend pas là-dessus, là, comment devraient se passer les tests en vol, mais bref, le taux de réussite devrait être assez élevé parce que le test en vol comme tel n'est pas si difficile que ça. Donc, et là, ça me ramène à vous parler du TP15263 et des drones conformes. Tantôt, on a parlé, si vous voulez vous rapprocher des humains, il y avait 3 critères, c'est-à-dire que si je vole avec un drone non conforme, je devrais rester à plus, mon fameux cylindre qui se promène là, je devrais rester à plus de 100 pieds des personnes. À partir du moment où je vais voler dans une classe aérienne contrôlée, je devrais avoir un drone conforme. Donc là, il y a beaucoup de monde qui panique avec ça parce que les drones DJI, en fait, 95-90% peut-être des gens volent avec des drones de la famille DJI et c'est considéré comme des drones non conformes. Donc, ça veut dire qu'un drone tel que vous l'avez en date d'aujourd'hui, un Phantom 4, peu importe, un Mavic Pro 2, peu importe, ces drones-là ne pourront plus aller voler éventuellement dans des classes aériennes et à proximité, à moins de 30 mètres des gens. Donc, ce qui va arriver, c'est que Transport Canada avait déjà prévu depuis 4 ans environ d'avoir un drone conforme versus un drone non conforme. C'est un drone, en fait, qui respecte des normes de conception et de fabrication reconnues au Canada. Ces réglementations-là, en fait, ou cette réglementation à venir, on a l'impression qu'elle va être repoussée plus pour les drones, en fait, qui vont faire des vols hors de portée visuelle. Là, ils l'ont assoupli grandement, en fait, probablement pour ne pas ralentir l'économie, parce que les drones conformes tels qu'on les connaît aujourd'hui sont assez dispendieux. Donc, les compagnies comme DJI, en fait, maintenant, ils ont prévu 2 types de conformité. Il y a une première conformité où est-ce que, si le manufacturier le désire, il doit respecter la norme 922. Et la norme 922 par rapport à un manufacturier qui déclarait la conformité de son drone pourrait le faire pour des vols à l'intérieur d'une classe aérienne contrôlée. Et, là, c'est un choix additionnel. Et en plus, il pourrait le faire, déclarer la conformité pour aller voler au-dessus des gens. Donc, tantôt, quand je vous disais par rapport à la proximité des personnes, il y avait 30 mètres et plus. Donc, votre cylindre qui se promène 30 mètres et plus. À ce moment-là, vous avez un drone non conforme. Si vous voulez vous rapprocher plus, ou si vous volez dans une classe aérienne contrôlée, automatiquement, le drone conforme sera obligatoire. Et là, il va y avoir des drones conformes, 2 conformités. Il y en a des manufacturiers qui vont avoir déclaré seulement pour aller voler dans les classes aériennes contrôlées. Et franchement, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver parce que DJI respecte déjà les critères de la norme 922 pour des classes aériennes contrôlées. Donc, je pense que c'est une formalité. Celle-là, ils vont la faire assez rapidement. Mais l'autre conformité, en fait, il va falloir que ce soit une conformité particulière. Donc, le manufacturier qui va déclarer comme quoi qu'il a fait les tests et il se sent confortable à ce que son drone soit utilisé au-dessus des gens. Mais il va falloir que ça soit spécifiquement marqué. Donc, si vous êtes détenteur ou propriétaire d'un drone conforme en date d'aujourd'hui, sachez que votre drone va pouvoir, en fait, il va avoir une clause grand-père par rapport aux déclarations de conformité qui vont avoir été faites avant le 1er avril. Et si vous êtes un propriétaire d'un drone conforme, vous allez pouvoir aller voler dans des classes aériennes contrôlées et vous rapprocher à 5 mètres des personnes. Seulement les manufacturiers qui vont avoir déclaré la conformité additionnelle, donc pour aller voler au-dessus des gens, ceux-là vont avoir accès à aller voler au-dessus des gens. Donc, pour revenir, bref,
Transport Canada met la barre haute. En fait, dès que vous volez un drone de plus de 250 grammes maintenant, Transport Canada s'attend que vous sachiez une bonne partie des notions, en fait une bonne partie, la totalité des notions qui sont indiquées dans le TP 15263. Donc, le réflexe de base, paniquez pas. Vous voulez voler un drone après le 1er juin 2019 de plus de 250 grammes. Commencez d'abord par regarder le TP 15263. Tapez sur Google Transport Canada TP, les lettres Tango Papa 15263, et vous allez arriver sur un document. C'est très clairement expliqué quelles sont les connaissances qui vont vous être demandées dans l'examen de Transport Canada pour des opérations de base, et la même chose pour les opérations avancées. Donc, partez de là et figurez-vous que les écoles qui figurent sur le site de Transport Canada, c'est des écoles qui ont déclaré la conformité au document TP 15263. Donc, toutes ces écoles-là, normalement, devraient être capables de vous amener vers une réussite dans les 2 examens. Transport Canada, pour économiser, en fait, ont transféré la problématique sur les citoyens. C'est que plutôt que de certifier les écoles, tout ça, ça s'est passé trop vite. Ils ont demandé aux écoles, faites-nous une autodéclaration comme quoi que votre plan de cours respecte le TP 15263. On s'est ramassé tout le monde sur une même liste, même si les formations étaient disparates. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder les taux de réussite des écoles. Et s'il y a plusieurs étudiants qui viennent d'une école qui ne réussissent pas, bien, éventuellement, la liste des écoles qui ont déclaré la conformité pour donner un cours pour réussir les 2 examens va se nettoyer avec le temps. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, j'espère que c'était clair. Si jamais vous avez d'autres questions, sachez que dans 2 jours, il y a une autre vidéo qui va paraître où là, on prend le temps de regarder article par article. Et je vous invite, en fait, jeudi soir à 7h, le 24 janvier, on va faire un Facebook Live où est-ce que Pascal et moi, on va répondre à toutes vos questions. Alors, merci et puis bonne chance. Bye bye.